Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Un moment de partage ponctué d'anecdotes. Et cette semaine, pour le premier numéro, je reçois Tristan Banon. Bonjour Tristan. Bonjour Malika. Alors vous êtes auteur, essayiste et vous venez de sortir votre dernier livre, La paix des sexes. Vous vous élevez contre ce néo-féminisme qui fait la guerre aux hommes. Tout à fait. Je suis plutôt pour la paix que pour la guerre. Moi aussi. Aujourd'hui, on va repartir sur les bancs de l'école, si vous le voulez bien. Bah, tout à fait, c'est des bons souvenirs. Quel type d'élève étiez-vous, justement ? Alors, j'ai été assez mauvaise jusqu'à la terminale, donc vraiment... Ah bon donc, toute la scolarité ? Toute la scolarité, j'ai été assez mauvaise. En revanche, j'étais plutôt bonne dans les études supérieures parce que je voulais... D'abord parce qu'on choisit. Alors que pendant la première partie de sa scolarité, on doit tout étudier pour savoir vers où on veut aller. Mais une fois que j'ai eu choisi, une fois qu'il n'y avait plus les maths surtout, ça allait beaucoup mieux. Il y avait une matière que vous aimiez pas, c'est les maths, mais il y avait bien une matière, le français, j'imagine. J'étais vraiment très mauvaise en maths. J'ai eu 3 au bac. Hein. Quand même. Ouais. Je me suis bien rattrapée avec le français, avec la philo, avec toutes les matières littéraires, mais les maths, c'était vraiment pas mon truc. Ça ne l'est toujours pas. D'ailleurs. Mais pourtant, vous étiez dans une école, j'imagine, pas facile d'accès, l'école active bilingue. Bilingue, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est déjà, l'école active bilingue ? Alors, c'est une école où, dès tout petit, on apprend l'anglais plus ou moins en même temps que le français et où on grandit avec, en parallèle, une classe d'anglo-saxons qui, pendant que nous, on apprend l'anglais, eux apprennent le français. Souvent des enfants de diplomates, des enfants d'artistes internationaux, des choses comme ça. Et ce qui nous fait grandir avec cette idée que nous ne sommes pas que français, mais que la France est un petit pays qui fait partie d'un monde plus vaste. Et en ça, c'était plutôt chouette. Et ça avait un autre avantage qui, on en parlait juste avant l'émission, est assez partagé dès qu'on sort de Paris. Mais moi qui ai grandi à Paris... et je l'observe avec ma fille qui a 6 ans, à Paris, on change très souvent en changeant de classe d'âge. Quand on passe par exemple de la maternelle à l'école ou de l'école au collège puis au lycée, on change d'amis de fait. Et nous, on a gardé nos mêmes amis de la maternelle jusqu'au bac. Vous les avez encore ? Certains sont encore auprès de moi. J'ai mon amie d'enfance, j'ai 42 ans et on se connaît depuis 39 ans et ça nous amuse beaucoup de dire ça aux gens qui nous entourent. Et elle a été bonne élève ? Elle a été très bonne élève. Elle était très bonne élève et très gentille en plus, donc très partageuse. Vous copiez sur elle. On est d'accord. Disons qu'elle était très généreuse de son travail, voilà, et de son savoir aussi, parce qu'elle était toujours très prompte à expliquer ce que les autres n'avaient pas compris, mais... Bon, avec moi, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, les maths, c'est quelque chose de compliqué dans ma vie. Mais moi, je me dis, quand je visualise ce genre d'école, je me dis qu'il faut quand même avoir un bon niveau pour... mais j'avais un très bon niveau dans les autres matières. Ah, voilà. J'avais vraiment un point faible, mais comme je suis quelqu'un d'assez entière, je fais les choses complètement. Quand j'ai un point faible, j'ai 3. À fond. Voilà. Et j'étais d'ailleurs très surprise, et donc j'ai quand même demandé à voir ma copie, parce que je me demandais où est-ce que j'avais réussi à pêcher ces 3 points quand même. Et alors ? Apparemment, le professeur avait plus ou moins eu pitié de l'élève qu'il était en train de corriger. J'avais eu un point pour avoir mis mon nom et mon prénom, un point pour ne pas m'être trompée dans mon nom et mon prénom, et un point parce qu'une élève qui avait 19 en philosophie ne pouvait pas être fondamentalement mauvaise. C'est vrai, c'est comme ça. Donc voilà. Mais c'est possible, ça veut dire qu'il avait accès aux autres notes quand il vous donne... Je ne sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il s'est dit que j'aurais peut-être accès à... que je demanderais peut-être, parce qu'on ne nous donnait pas la copie, on nous donnait des copies, des photocopies de nos épreuves, et voilà, c'est ce qui justifie en tout cas des 3 points. Mais c'était il y a longtemps. Et du coup, ça faisait combien de moyenne quand on a 3, quand on a un petit peu des problèmes en maths, mais qu'après on excelle par ailleurs? Ça faisait une espèce de dichotomie très étrange, en fait, parce que selon le cours dans lequel j'entrais, je me sentais comme étant une hyper bonne élève ou comme étant vraiment le cancre. Donc j'ai connu le fond de la classe avec le radiateur et tout ça, très au fond, et où on s'endort, et le premier rang où on est très fiers d'essayer de donner les réponses. Donc c'est un petit peu schizophrénique, finalement. Et justement, un souvenir d'écolier particulier? Alors le souvenir que j'ai, il est pas du tout lié au cours finalement, et il est beaucoup plus petit.
j'ai un souvenir d'une maîtresse qui s'appelait Madame Parisot. Je ne sais pas si elle m'entend quelque part, Madame Parisot. Je crois que c'était en 10e, parce qu'on avait le système américain, donc on n'avait pas CP, machin. On avait quoi, 10e, du coup 12e, 11e, 10e, donc ça devait correspondre. Ça devait être CE2, je pense. Je ne suis pas bien sûre, je ne suis pas bonne en équivalence. Et j'adorais cette maîtresse. Et en plus, il n'y avait pas vraiment... Bon, j'en ai fait des livres entiers, mais je n'avais pas une mère très maternelle. Et elle avait elle dégageait quelque chose de très maternel. Et donc, j'adorais la retrouver, j'adorais être en classe. Et sans doute que j'avais un peu transféré des choses sur elle. Et un jour, elle est arrivée, elle nous a annoncé qu'elle était enceinte. Et alors, ça a été terrible. J'ai pleuré pendant des jours et des jours, parce que d'abord, elle n'allait pas être là pendant plusieurs semaines, et parce que je me sentais dépossédée de ma maman de substitution. Et c'était complètement atroce. Et je lui disais, mais vous ne pouvez pas me faire ça. Mais il y avait qu'avec vous. Elle avait bien conscience d'avoir un lien particulier avec vous. Je ne sais pas si elle se rendait compte que c'était à ce point important pour moi. Je pense qu'elle avait un lien particulier avec tous ses élèves, et moi comme les autres. Est-ce qu'elle se rendait compte? Je ne sais pas, c'est elle qui pourrait le dire. Honnêtement, je ne sais pas, mais je sais que ça a été très difficile à ce moment-là pour moi. Parce que votre maman était absente. Ma mère était souvent absente, et puis elle n'était pas... c'était pas quelqu'un de très intéressé par les enfants. Tous les enfants, pas maman, voilà, c'est pas qu'elle n'était pas intéressée par ses enfants, c'était pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui n'était pas très intéressé par l'enfance ni par les enfants, donc les siens pas plus que les autres, et déjà qu'elle n'était pas très présente, elle travaillait beaucoup, et puis par ailleurs elle avait une vie qui était très extérieure au domicile, et les moments où elle était là, je sentais bien que j'étais pas le centre d'intérêt. On était très loin de l'enfant roi quand même. Vous avez des frères et sœurs? J'ai des demi-frères et des demi-sœurs qui sont beaucoup plus âgés que moi. Oui, donc c'est vraiment une enfance seule. Oui, j'ai été élevée comme une enfant unique. Très clairement, j'ai été élevée comme une enfant unique. Eux avaient plus de 13 ans de plus que moi. Et en plus, ils vivaient chez leur père. Mais vous aviez votre amie, enfin vos amis, donc celles que vous avez conservées. J'avais mes amis qui étaient très, très importants pour moi. Et le fait d'avoir grandi dans cette école où on était vraiment tous ensemble a fait que moi, j'ai vraiment projeté tout ce qui relevait de la famille à l'école. Donc c'était vraiment, pour moi, mes amis, mes profs, tout ça, c'était la famille, en fait. C'était quelque chose... Je m'en souviens très bien que quand le bac est arrivé, et qu'on l'a globalement à peu près tous eu, finalement, tout le monde était très, très heureux. Et moi, j'avais un truc très triste. Ouais. Je me demandais comment allait se passer la vie en dehors de ce groupe, quoi. En dehors de cette école, en dehors de ces gens, en dehors de ces profs, en dehors de nos habitudes à tous. C'était l'inconnu. Et là, vous saviez déjà que vous alliez être journaliste, écrivaine? Alors, j'écrivais déjà tous les jours. Je voulais absolument écrire tous les jours. Il y a une prof, je me demande si quand elle me l'a dit, on n'avait pas encore des maîtresses. Je ne sais plus bien à quel âge c'était, qui trouvait que j'écrivais très bien et qui m'avait dit que l'écriture, c'était comme un sport. Il fallait s'entraîner tous les jours. Et donc, elle m'avait dit, si tu veux un jour devenir auteur, écris tous les jours. Et c'est à elle que je dois d'avoir commencé à écrire tous les jours. Et c'est elle qui a mis ça dans votre tête, ou vous saviez déjà que vous aviez envie de faire ça? Alors, c'est elle qui m'a mis dans la tête le fait que ça pouvait être un métier. Et parce qu'à l'âge où elle me l'a dit, moi, je pensais que les auteurs étaient tous des gens morts. Donc ça, oui, en soi, ceux qu'on étudie à l'école, oui, il y en a beaucoup. Ça ne me venait même pas à l'idée, le fait que ça puisse être un métier. C'était un métier fini, quoi. Voilà, c'était un métier, ou éventuellement un truc de fin de vie, on écrivait... il fallait être vieux, c'était comme la politique, c'était un truc de vieux dans ma tête d'enfant. Et quand elle m'a dit ça, je m'en souviens lui avoir dit mais on peut faire ça toute sa vie? Et elle m'a dit mais bien sûr, il y a des auteurs, même jeunes, Bon, néanmoins, quand je suis arrivée dans ce métier, je faisais quand même partie des plus jeunes. Hein. Ça veut dire depuis quoi Depuis une vingtaine d'années, puisque le premier livre que j'ai sorti, c'était en 2003, et il me semble, mes souvenirs sont assez anciens, mais il me semble que j'ai dû signer mon contrat en 2001, donc c'était il y a 21 ans
quand même, ça commence à faire. Finalement, pas très longtemps après le bac, quoi. Oui, c'était juste après. C'est pas compliqué, il y a 21 ans. Je vous ai dit que j'étais nulle en maths. On oublie. Est-ce que, de toute façon, on a parlé de Madame Parisot. Oui. Est-ce qu'il y avait un autre prof marquant? Ah oui, je me souviens de Monsieur Arnoux. J'espère qu'il va bien aujourd'hui, mon prof de sciences nat. Alors là, c'était beaucoup plus tard. Là, on était au collège. Et ma maman n'était pas quelqu'un de très discipliné sur les remplissages des carnets de santé, ces choses-là, les rappels de vaccins, les vaccins, enfin tout ça, c'était pas trop son truc. Les vaccins. Et d'ailleurs, je dois à l'honnêteté d'avouer qu'elle n'était pas très, très vaccin. Hein. Est-ce que c'est par réaction que moi je suis plutôt encline à aller vers la vaccination, quelle qu'elle soit, sans parler de celle qui préoccupe tout le monde ces temps-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis arrivée alors je ne sais plus si c'était le brevet ou ça devait être le brevet ou le bac blanc de français, j'en sais rien. Je sais qu'il fallait présenter son carnet de santé à jour. Et le mien n'était absolument pas à jour. Et M. Arnoux a bidouillé à coups de photocopieuses en prenant le carnet de santé de sa fille, il me semble, je ne sais plus exactement. Il a truqué le carnet. On a un peu bidouillé pour que je puisse passer mes examens sans que ça pose de problème, parce que je n'étais pas du tout à jour de mes vaccins. Et votre maman, il ne l'a pas contacté, il vous a juste aidé, vous Alors, il faut savoir que ma mère était inconnue, pour ainsi dire, de l'école. De la maternelle au bac, je crois que jamais un prof n'a réussi à la voir. Elle n'est jamais venue à une réunion parents-professeurs. Elle n'est jamais venue à une convocation. Tous les profs ont essayé de la faire venir, ça n'a jamais marché. Donc voilà, cette question-là ne se posait pas trop. Mais ça m'amuse de repenser à ça, parce que je me dis qu'aujourd'hui, avec l'informatique, avec tous ces moyens de contrôle, ça serait plus possible, alors qu'à cette époque-là, il suffisait de jouer du Tipex et de la photocopieuse. Ouais. Et on arrivait à faire quelques petits trucs. Qui vous apprend à le faire. Avec un prof partant pour le faire. Et je pense vraiment que lui, dans sa tête, il se disait que c'était très difficile, finalement, de sanctionner le parcours scolaire d'une élève sur quelque chose qui n'était pas de son fait. Parce que très clairement, c'est vrai que j'y étais pour rien. Si je n'étais pas à jour de mes vaccins, on avait dit à ma mère de me les faire plusieurs fois, ça ne s'était pas fait. Bon, Et vous, quel genre de maman vous êtes, du coup? Alors moi, forcément, je pense qu'on se construit beaucoup par réaction ou par mimétisme. Je pense que je suis plus dans la réaction, avec une sorte d'autodiscipline où je me dis, fais attention à ne pas sombrer dans l'excès inverse. Donc je m'impose d'aller une fois par an à une sortie scolaire. Et alors vraiment, je me l'impose parce que qu'est-ce que ça me casse les pieds. Mais j'y vais. Une fois par an, j'y vais. J'ai même voulu cette année en faire une deuxième avec une sortie au cinéma. Et on était trop de parents et je n'ai pas été tirée au sort. Alors là, je me suis dit que c'est le karma. Mais j'essaye d'être présente. J'ai la chance d'avoir un mari qui est très, très papa poule et qui est très présent aussi. Donc on essaye de se partager ça. Je pense qu'on est assez sévère. J'ai l'impression, quand je vois les parents des petits copains... Pas de télé déjà, vous me disiez tout à l'heure. Il n'y a pas de télé à la maison. On n'a pas le droit de faire du gâchis. Mais vraiment, c'est-à-dire que ma fille a intégré, c'est pas une punition pour elle, elle a vraiment intégré le fait que même si on n'a plus faim, on finit son assiette. Même si c'est pas bon, on en prend qu'un tout petit peu, on goûte et on finit. Mais même sur beaucoup de choses, sur la politesse, j'ai été très, très surprise, il n'y a pas si longtemps, de discuter avec une maman à la sortie de l'école. Et cette maman avait apparemment quelqu'un qui l'aidait à s'occuper des enfants. Et elle dit, j'ai dû la remettre un peu à sa place parce que ça va, on ne va pas lui casser les pieds à longueur de journée pour qu'il dise merci. Alors là, je me suis dit, il faut mieux pas qu'elle vienne à la maison, parce que alors, s'il faut le redire 12 fois par minute, on le redit 12 fois par minute. Et voilà, on est ça fait partie des valeurs, ça. Les valeurs, les fondamentaux sont très importants et en revanche, on est très présent. On s'occupe nous-mêmes des devoirs. Enfin, ma fille va à l'étude, mais on vérifie derrière. On l'accompagne à la danse, on s'émerveille sur ses petits pas. Voilà, on fait ce genre de choses. Après, on essaye. C'est toujours compliqué. J'en ai fait un livre pour d'autres sujets. C'est toujours compliqué de rester dans la nuance. Donc, on essaye de sombrer ni d'un côté ni de l'autre, d'être ni trop présent et trop enrobant, ni pas assez, d'être sévère sans être complètement
enfin de ne pas être dur, tout en donnant des valeurs. Je suis parfois surprise quand ma fille fait venir des petites copines à la maison, qu'elles viennent dormir, faire des soirées pyjama. Hein. Le CP, c'est l'âge des soirées pyjama. Ouais. Ah ouais, elles sont à fond. Hein. Et, on a dit, elle est en CPA. Elle est en CPA. Et puis c'est très important pour elle. Le CP, ça ne veut rien dire, c'est le CPA. Il y a les CPB et les CPA. Et quand elle reçoit une copine à la maison, j'écoute un peu ce qui se dit et elle dit les choses qu'il ne faut pas faire. Elle dit non, il ne faut pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit, ça c'est pas bien. Par exemple, on n'a pas le droit de marcher sur le canapé, on n'a pas le droit de sauter sur le lit, on n'a pas le droit... Et vous, quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? C'est compliqué. C'est une grosse machine, l'éducation nationale. C'est très compliqué. Le niveau a baissé et ça m'attriste énormément, vraiment. Je sais qu'il y a eu plein de polémiques ces temps-ci sur les dispositifs sanitaires, les protocoles. Et il m'est arrivé parfois de me prononcer dessus. Et on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Chacun est libre de se prononcer. J'ai été très surprise, très sincèrement, de voir des professeurs, des chefs d'établissement, des proviseurs faire des fautes d'orthographe. On a tous le droit de faire des fautes d'orthographe, mais on a tous le droit de se relire aussi. Et je me dis, il y a un gros problème. Moi, il m'est arrivé que des devoirs de ma fille toute petite soient corrigés avec des fautes. Je sais bien que les professeurs sont des êtres humains, je sais bien que le problème n'est pas que sur les fautes d'orthographe, évidemment, mais le niveau, quand même, globalement baisse. C'est quelque chose qui est effrayant pour tous. Les professeurs qui font un travail de dingue en sont, je pense, les premiers heurtés. Et les parents d'élèves et le pays tout entier, parce que la scolarité, c'est quand même ce qui fait les citoyens de demain. Et donc, voilà, déjà, alors il y a la baisse du niveau. Comment on explique cette baisse du niveau ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème de crise des vocations, parce qu'il y a une dévalorisation des professeurs, très clairement. On respecte beaucoup moins les professeurs. C'est un vrai souci. Comment rétablir ce respect de nouveau ? J'aimerais pas être ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué, il faut peut-être tout reprendre à zéro, sauf qu'on sait très bien que dans ce pays, tout reprendre à zéro, c'est toujours très complexe. Ça finit souvent dans la rue quand on veut tout reprendre à zéro, donc tout ça est compliqué. Mais en dehors du niveau, qui est vraiment, qui est alarmant, je trouve, il y a aussi des problèmes, je trouve, de cours qui ne sont pas dans les programmes ou qui disparaissent. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une année de droit en terminale. On est dans un pays où nul n'est censé ignorer la loi et où à la fin, à la fois, on n'a pas d'enseignement de la loi obligatoire. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu paradoxal là-dedans. J'aimerais beaucoup, et ça je milite pour le coup énormément pour ça, que la loi de 2001, la loi Aubry, soit appliquée, qui impose une éducation à la sexualité à raison de 3 heures par an et par classe d'âge, et que ces 3 heures ne soient pas uniquement dédiées à la sexualité en termes de reproduction, mais aussi à l'appréhension du désir, du contrôle de son propre désir, de savoir si on est responsable du désir qu'on suscite chez l'autre. Est-ce que si on enseignait tout ça et si on sensibilisait les jeunes à tout ça, il n'y aurait pas par la suite beaucoup moins de problèmes de violence ? Parce qu'il y a un vrai problème de savoir qui est responsable du désir qui est suscité. Mais cette loi-là, elle impose 3 heures ? 3 heures par an et par classe d'âge. Donc on est censé, à l'école, à partir de quelle classe ? Toutes les classes. Il y a par classe d'âge. Par classe d'âge, ça veut dire que même votre fille, y compris pour ma fille. Et ça n'est pas fait parce que, par manque de temps, parce que c'est laissé à la libre appréciation des professeurs, parce que aussi, il faut être honnête, les professeurs ont énormément de travail à faire. Ils ont une quantité de choses à gérer qui est complètement dingue, sans parler de l'administratif, et que laisser ça à leur libre appréciation, c'est compliqué, parce qu'ils ne théorisent pas forcément toutes ces questions-là eux-mêmes pendant le temps nécessaire, parce qu'ils ont plusieurs matières à gérer quand c'est des petites classes, parce qu'ils ont leur matière à gérer quand c'est des classes supérieures. Du coup, c'est déjà des discussions que vous avez avec votre fille ? C'est des discussions que j'ai avec ma fille, c'est des discussions qu'on aura aussi quand elle va grandir un peu. Là, c'est plus, à l'âge qu'elle a, à 6 ans, on parle plus de la propriété de son corps et du fait que personne n'a à faire sur son corps quelque chose sans autorisation. Mais dans pas longtemps, il y aura cette vraie question qui est terriblement importante et qui découle de l'égalité entre les sexes, à savoir qu'on nous a enseigné, nous,
même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi. En tout cas, nous, on nous a enseigné globalement que la fille devait contrôler son propre désir, ce qui fait que si un acteur de cinéma nu et absolument sublime passe devant nous, on ne va pas lui sauter dessus. Mais que le garçon, c'est insidieux, on lui a peu appris qu'il n'était pas nécessairement responsable de son désir, que c'était à la fille de contrôler le désir qu'elle suscitait chez le garçon. Raison pour laquelle on lui dit de ne pas s'habiller trop comme ci, de ne pas se maquiller trop comme ça, de ne pas avoir un décolleté trop plongeant, des talons trop hauts, alors que chacun, c'est ça aussi l'égalité. Moi, je fais beaucoup de conférences et d'interventions pour dire qu'on a une chance extraordinaire en France. On vit dans un pays où l'égalité des sexes est parfaitement consacrée par la loi. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, il faut quand même le rappeler. Et il y a peu de temps, on a quand même vu, par exemple, qu'en Afghanistan, c'était bien plus compliqué. Il n'y a pas que l'Afghanistan, il y en a d'autres. En France, ce n'est pas le cas. Mais faut-il encore que tous, on s'habitue à cette égalité, qu'on l'applique au quotidien, parce que sinon, le sexisme... au jour le jour, le sexisme au quotidien, il va demeurer. L'égalité, c'est l'école de demain pour vous ? Ah bah oui, très clairement. L'égalité, c'est l'école qui va apprendre aux enfants que l'homme et la femme sont égaux, mais que les noirs, les blancs, les homos, les trans, tout ça, tout le monde est égal. Mais c'est aussi l'école qui va apprendre la laïcité, qui va apprendre que la religion ne doit pas entrer ne doit pas faire interférence avec les lois de la République, en tout cas. Et c'est cette école-là. Et voilà, il va falloir gérer tout ça. Et encore une fois, je n'aimerais pas être ministre de l'Éducation. Et en dehors de ça, comment vous l'envisagez, l'école de demain ? Dans quelques années, à quoi ça ressemblerait pour vous ? Du numérique, par exemple ? Pardon ? À l'ère du numérique, comment le... Ah, mais ça, on y va de plus en plus vite et de mieux en mieux. J'ai l'impression, moi qui ai éloigné ma fille des écrans pendant très longtemps, là, elle est en CP, elle est revenue les premiers jours de classe en disant qu'il fallait qu'elle aille voir une application, je crois que ça s'appelle la Lilo, sur Internet, qui est conseillée par sa maîtresse. Hier soir encore, on lui a fait faire ses devoirs. On a vérifié surtout que ses devoirs étaient faits. Et il y avait un... Ça, j'ai bien compris que c'était important. Oui, et il y avait un flash code. Et on a flashé. Et il y a eu un cours qui lui a été donné par... un petit cours enregistré. Enfin, on a été très étonnés. Le numérique est présent un peu partout. Mais ça, c'est pas un vrai problème, c'est plutôt le numérique peut être une aide, il faut juste, ça peut être un support, il faut juste que ce soit très contrôlé, que ce soit... Et puis, encore une fois, il faut décider de ce qu'on en fait, il faut décider du niveau qu'on veut, et voilà, moi j'espère surtout, il y a trois points qui sont capitaux pour moi pour l'école de demain, et j'espère que collectivement, la France va y arriver, j'ai l'impression qu'on essaye de revenir vers ça, c'est le niveau, il faut remonter le niveau absolument, c'est la laïcité. Il faut absolument, il y a suffisamment de reportages qui passent pour montrer à quel point la laïcité est en péril dans certains établissements. Il faut que la laïcité soit réaffirmée partout et il faut absolument élever les enfants et les moins enfants et les plus ados à l'égalité entre les sexes et à l'égalité de tous les citoyens. Pour moi, c'est ça les trois fondamentaux de l'école de demain. On redit les trois fondamentaux. Laïcité... Élever le niveau. Le niveau, la laïcité, l'égalité. Très clairement. On ne peut pas, je crois qu'on est la 7e puissance mondiale maintenant, on ne peut pas se contenter d'avoir un primaire et un secondaire qui soient d'un niveau parfois discutable, encore une fois, et avec une telle disparité, je dis encore une fois, parce que je voulais dire encore une fois, c'est parfois, c'est pas partout. Il y a des professeurs qui sont exceptionnels et qui sont de très bons niveaux, et il y a même des professeurs exceptionnels de mauvais niveau. C'est pas toujours la faute des professeurs, c'est le niveau baisse, et on se rend d'autant plus compte quand on a des enfants de la baisse du niveau et de la nécessité absolue de remédier à ça, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on va arriver sur le marché international en étant à la hauteur ou pas. C'est la fin de cette émission.
Merci Tristan d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos souvenirs, vos anecdotes, d'avoir inauguré cette émission. On le rappelle. Je suis absolument ravie. J'espère que ça va lui porter bonheur. J'espère. On le rappelle, il y a votre livre, La paix des sexes, qui est toujours disponible actuellement. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.